sur l'actualité bibliographique du lupus systémique. Encore une fois, je pense que la vraie actualité bibliographique la plus passionnante, c'est celle sur les carticelles, et donc ça sera abordé juste après par Edouard et Thierry. Mes conflits d'intérêts. Et donc, vous n'aurez pas le droit à des diapositives sur la physiopathologie. J'espère que tu ne m'en voudras pas trop, Patrick. Mais quand même, je voulais juste vous citer qu'il y a une voie physiopathologique qui revient un peu à la mode. Donc, moi, ça me fait plaisir puisque Patrick s'était débarrassé de moi en 2005 en m'envoyant à Boston pour bosser sur les toll avec récepteurs. Et quand je suis revenu, il m'a fait travailler sur les plaquettes. Et donc, je vois que les toll-like récepteurs reviennent à la mode. Et d'ailleurs, Patrick ne devait pas être satisfait de ma formation bostonienne puisqu'il a fait venir une spécialiste de toll-like récepteurs avec Claire, qui travaillait avec Marc Schomschlik. Non, je dis ça pour rigoler, mais c'est passionnant. Il y a plein de choses à faire. Je vais voir si en 15 ans, j'ai un petit peu perdu sur les mécanismes de etc. Je crois que mais c'est bien, ça, une stimulation pour se mettre à jour. Voilà, et donc il n'y a pas que Claire qui a publié là-dessus. Vous voyez, il y a plusieurs papiers, des gros papiers sur les toll-like récepteurs. Donc, si vous restez sur votre fin 1, vous pouvez lire ces deux papiers et vous pouvez aussi lire des publications très récentes sur la physiopathologie du lupus. Si vous avez du mal à vous endormir, je pense que ça peut pas mal vous aider parce qu'elles sont conséquentes. Donc, cette revue de Virginia, et vous voyez, je vous ai juste choisi une figure pour vous montrer l'importance des toll-like récepteurs. Ici, j'imagine que c'est une cellule dendritique plasmacytoïde et vous voyez que je me rends compte qu'il y a un certain nombre de ligands des toll-like récepteurs qui ont été identifiés depuis que j'ai fait ma thèse de science. Et puis un autre papier récent de Marie Crowe. Vous voyez, elle montre encore une fois le rôle des toll-like récepteurs, cette fois-ci pas uniquement dans les cellules dendritiques, mais aussi dans les lymphocytes B. C'est d'ailleurs le travail de Claire, le papier de Science Immunology que j'ai montré avant. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Si vous êtes passionné par les toll-like récepteurs, je peux vous prêter ma thèse de science parce que je crois que j'en ai encore une dizaine dans mon bureau que personne n'a voulu prendre. Et donc, c'est toujours cadeau. Et puis après, vous pourrez travailler là-dessus. Donc, rapidement, j'ai décidé de principalement axer mon discours sur l'actualité thérapeutique. Ça peut être discutable, mais enfin, il y a eu une grosse actualité thérapeutique dans le lupus. Et puis, j'ai essayé vraiment de me concentrer sur les médicaments qui sont à votre disposition. Et j'évoquerai rapidement ceux qui seront peut-être un jour à votre disposition. Donc, le premier qui est à votre disposition, c'est le Plaquenil. Vous savez, qui est discuté longuement. On a discuté pas plus tard que la semaine dernière avec Estique et plein de topos là-dessus, donc j'ai fait exprès de ne pas prendre les mêmes diapositives. Et puis, donc là, je ne vais pas parler de ce papier, mais j'ai bien aimé le titre. Donc, comment votre vieil ami est toxique. Donc, le vieil ami, vous avez deviné, c'est le Plaquenil. Et la toxicité, vous avez deviné qu'on parle notamment de la toxicité rétinienne. Donc ça, c'est pas de l'actualité puisque c'est 2019, c'est les recommandations de prise en charge du lupus de l'EULAR. Et vous savez qu'il y avait cette histoire qu'il fallait donner la dose de 5 mg par kilo de poids réel par jour pour éviter la toxicité rétinienne, avec cette phrase que j'adore, qui est la dernière phrase de la diapositive, qu'en revanche, à cette dose, l'efficacité n'a pas été démontrée, puisque ça a été démontré à 6,5 mg kilo. Je pense qu'on est un petit peu dans les discussions qu'on a actuellement pour pas mal de médicaments sur le ratio efficacité-tolérance. Et donc, il ne faut pas oublier que l'efficacité, c'est aussi important. Et donc, il y a ce papier qui est sorti dans le JAMA. Donc, Esti en a parlé la semaine dernière, c'est à peu près la même équipe, j'imagine. Mais ce que tu montrais, Esti, c'était les risques d'hospitalisation. Et là, en fait, c'est le risque de poussée. Donc, ça vient de Boston, du Massachusetts General Hospital. Et donc, ils vont s'intéresser aux patients qui font une poussée et les comparer aux mêmes patients, mais sur les 6 mois où ils n'ont pas fait de poussée. Donc, c'est une étude 4 témoins en crossover. Et ils arrivent à gratter pas mal d'informations. Ce qui va les intéresser, c'est de voir s'il y avait une association entre le risque de poussée et la dose de corticoïdes en regardant deux populations, ceux qui ont
moins ou 5 mg par kilo et ceux qui en ont plus, donc c'est-à-dire souvent ce que nos patients. Et vous voyez, c'est ajusté sur un certain nombre de facteurs importants. Donc voici les résultats. Ils ont identifié 342 patients, donc avec un certain nombre de poussées. Ils les ont comparés avec donc 308 périodes de cas, puisqu'un même patient pouvait des fois être plusieurs fois, avec 420 périodes témoins. Et donc vous voyez en fait le risque de faire une poussée lupique est multiplié par 2 quand vous avez 5 mg par kilo de plaquenil ou moins. Donc, vous multipliez par 2 votre risque de poussée. Et quand vous regardez les poussées qui vous intéressent les plus, à savoir les poussées modérées à sévères, le risque est multiplié par 6. Donc, vous voyez cette petite courbe où il regarde les dosages. Vous voyez, c'est vraiment quand vous avez moins de 5 mg kilo que vous augmentez ce risque de poussée lupique. C'est pas le seul papier sur la question. Vous voyez ici, c'est des données de la cohorte internationale SLIC et ils vont s'intéresser à 3 groupes. Les patients qui ont maintenu la dose d'hydroxychloroquine, ceux qui l'ont diminué, ceux qui l'ont arrêté. Ils arrivent à trouver, vous savez, cette cohorte internationale avec de nombreux centres un peu partout dans le monde. Et je vous montre rapidement le résultat. Vous pourrez regarder attentivement plus tard. Ça sera sur le site internet, les diapositives. Mais vous voyez le risque de faire une poussée est multiplié par 1,2 quand vous diminuez la dose par rapport au maintien et quand vous l'arrêtez par 1,56. Et si on veut carrément l'arrêter, ça c'est une étude canadienne. Voilà, canadienne, avec un groupe de patients en rémission clinique depuis 1 an qui arrête l'hydroxychloroquine, qui va être comparé à un groupe de patients, là aussi en rémission clinique depuis plus d'1 an, mais qui poursuit l'hydroxychloroquine. Donc, vous n'êtes pas surpris de voir que quand vous l'arrêtez, ce sont les chiffres qui sont ici, il y a un peu plus de risque de pousser. Vous êtes peut-être moins impressionné qu'avec les chiffres d'avant, mais probablement que le fait qu'il y ait une rémission depuis plus d'1 an quand même joue en faveur de la diminution du risque de pousser. Et là, vous avez notre stratégie, si vous diminuez la dose progressivement ou si vous l'arrêtez brutalement. Ce qui clairement paraît inadapté, c'est d'arrêter brutalement l'hydroxychloroquine, même chez un patient qui est en rémission clinique depuis plus d'1 an. Voilà pour l'hydroxychloroquine. Je voulais vous parler très rapidement des corticoïdes. Donc, il y avait ce papier de la Pitié-Salpêtrière qui maintenant doit dater d'il y a 2 ans sur est-ce qu'on peut arrêter les corticoïdes quand on en a 5 mg par jour, avec là aussi des données qui montraient qu'il y avait un risque de poussée plus important, mais une population qui méritait qu'on se penche dessus puisque c'était des patients qui avaient souvent depuis des années 5 mg par jour de corticoïdes, ce qui démontrait probablement une nécessité de les avoir. Et donc, on s'intéresse pas mal à est-ce qu'il y a des patients qui sont plus à risque d'avoir une poussée quand on diminue au-dessous de 5 mg. Donc, ça, c'est un travail chinois de Pékin. Et vous voyez qu'en effet, on a plus de poussées quand on arrête les corticoïdes, 8,3% à 6 mois, 16,8% à 1 an et 27,5% à 2 ans. Bon, enfin, n'empêche qu'il y a aussi un nombre non négligeable de patients qui ne font pas de poussées. Et donc, je voulais juste vous montrer parmi les éléments qui peuvent quand même vous aider sur est-ce que je peux diminuer pour arrêter les corticoïdes. Il y a les données sérologiques, notamment la consommation du complément et la présence d'anticorps anti-ADN, qui peuvent être des marqueurs pour vous dire que peut-être que le lupus, il n'est pas parfaitement contrôlé, que c'est plus difficile de diminuer les corticoïdes. Et puis toujours, on retrouve l'hydroxychloroquine, la prise d'hydroxychloroquine. Et je ne rentrerai pas dans le détail sur la possibilité aussi de mesurer ce taux d'hydroxychloroquine. Eh bien, ça, c'est associé à un moindre risque de faire une poussée quand on diminue les corticoïdes. Donc, il y a plein de petites choses que vous pouvez faire pour vous permettre de diminuer ces corticoïdes. Moi, j'y suis bien sûr assez favorable quand on sait les effets secondaires qui sont associés avec ce médicament au long cours.
Je bascule dans les autres traitements en vert, puisque vous voyez que les traitements en vert, c'est l'hydroxychloroquine, les corticoïdes, et vous voyez le belimumab. Et je trouvais cette publication intéressante sur le belimumab et la grossesse. Alors, j'espère que vous ne resterez pas trop sur votre faim, puisque je ne vais pas vous donner une recette toute faite, mais il y a quand même des informations qui sont fournies, puisque c'est un médicament qui est donné dans une population de femmes en âge de procréer, donc un certain nombre tombent enceintes, et on arrive à obtenir des informations via les essais cliniques, via un registre de femmes enceintes sous belimumab, avec soit une étude prospective, soit des informations rétrospectives, et la dernière chose par le biais de la pharmacovigilance. Et donc, vous voyez sur les deux derniers points, soit les malformations à la naissance, et donc 5,6 quand on a eu le belimumab versus 0 avec le placebo. Enfin, ça fait quand même, quand on regarde les malformations, on n'a pas l'impression qu'il y a une malformation particulière qui est associée à ces patients. Quand on regarde dans la cohorte, on en a 10 sur 46 dans la cohorte prospective et 0 dans la cohorte rétrospective. Et en pharmacovigilance, 1 sur 92. Pour les pertes fétales, vous voyez les différences pour le coup entre le BI et sans le BI. Et donc avec l'efficacité peut-être de ce traitement en cours sur l'étude de la maladie. Vous voyez ici les données de la cohorte et les données en post-marketing. Je ne vous ai pas donné des données chez le singe qui montrent en revanche qu'il n'y a pas vraiment de malformation. C'est moins intéressant, on voit moins de singes en consultation, mais avec un effet sur les lymphocytes B. Et puis ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'il y a des patients qui recevaient d'autres médicaments. Donc on verra, hein, je pense que ce papier, il a été actualisé, les données ont été actualisées, elles seront encore actualisées. C'est des informations intéressantes. Ça arrive qu'on se pose la question chez une patiente, est-ce qu'on peut poursuivre le belimumab quand on a réussi à contrôler l'activité de la maladie? Je ne sais pas si dans GR2, il y a des données sur le belimumab. Ouais. Je me suis posé la question en faisant la diapo. Ouais. Pour avancer et un peu préparer, bon, même si Esti en a parlé la semaine dernière, donc on a probablement un nouveau médicament qui va arriver, on espère, cet été ou en fin d'année. C'est l'anifrolumab. Donc vous êtes déjà au courant des données de Tulip 1 et de Tulip 2, et l'actualité, c'est ce papier qui est sorti dans Arthritis sur les données d'extension, avec une particularité pour des données d'extension, c'est que des patients qui étaient sous placebo avaient été re-randomisés pour avoir du placebo. C'est pas commun. Ils ont accepté donc pendant 4 ans d'avoir un placebo. Et ça permet d'avoir surtout des informations en termes de tolérance, puisque vous vous rendez bien compte qu'en termes d'efficacité, ceux qui ont accepté de rester pendant 4 ans sous un placebo étaient ceux qui avaient à peu près bien répondu au départ. Sinon, ils sortent de l'essai pour avoir accès à un autre traitement. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est les effets secondaires. Pour le coup, là, c'est plutôt rassurant sur les 2 premières données. Là, c'est pas que c'est inquiétant, mais je pense que ça nous donne des informations sur les infections. Ici, vous avez le zona. La grippe, ça ne ressort pas. Le Covid, c'est les diapositives d'après. La grippe, ça ne sort pas dans ces études-là, mais dans l'étude de phase 2, c'était un peu ressorti. Donc, je pense que la grippe peut aussi être un souci. Et vis-à-vis du Covid, vous avez les informations. Je ne vais pas y passer trop de temps pour qu'on ait pas mal de temps pour les carticelles, mais cette diapositive, ce que vous voyez, c'est qu'à partir du moment où il y a eu la mise à disposition de la vaccination, c'est un problème qui a été géré beaucoup plus facilement. Donc, juste pour vous dire que ces patients-là, je pense que ça sera important de les vacciner contre la grippe, contre le Covid. Et vous avez un stand de GSK là-bas, vous pourrez discuter avec eux de l'accès aux vaccins inactivés de GSK. Normalement, il devrait arriver, donc ça sera aussi, je pense, quelque chose d'important de vacciner ces patients contre le zona. Et là, vous avez des données sur
la diminution de corticoïdes grâce au traitement. Je ne vais pas avoir le temps de vous parler de la néphrite lupique. Là aussi, vous avez une superbe revue qui vient juste de sortir, donc je vous invite à la voir. Et vous voyez qu'il y a plein de molécules qui sont évoquées pour améliorer, souvent en addon-thérapie, la prise en charge de la néphrite lupique. Je voulais juste vous mettre en vert là les molécules qui sont à l'essai à Bordeaux, soit dans le service de Jean-François Vialard, soit dans le service de Lionel Cousy, et notamment l'étude Obilup avec l'omilituzumab. Je crois qu'il y a 4-5 patients qui sont traités à Bordeaux, mais vous voyez, il y a d'autres molécules qui sont aussi à l'essai. Et rapidement, je voulais vous parler de deux molécules, à savoir la voclosporine et l'anifrolumab. L'anifrolumab, c'est pour vous montrer que l'étude de phase 2 s'est avérée non concluante avec un critère principal qui n'a pas été atteint, avec toutefois peu de patients et puis deux schémas à l'étude, soit le schéma classique qu'on donnera dans les lupus systémiques sans atteinte rénale, soit un schéma intensif où on leur donnera 3 fois la dose, puisque c'est 900 mg, je crois X fois, je ne sais pas 3 fois, et puis après une dose plus classique. Et il y a une tendance sur cette diapositive à une efficacité quand on donne la dose intensive. Et donc, le laboratoire a basculé sur une phase 3 avec cette dose intensive. Ce sera intéressant de voir si ça peut aussi apporter quelque chose. Les autres données, c'est sur la voclosporine. La diapositive est assez dense. Donc là, c'est des données des différentes études sur la voclosporine pour vous montrer que ça marche dans la plupart des populations. Et des données de tolérance qui sont ici résumées. Alors, il y a des données en termes de filtration glomérulaire et d'hypertension où vous pouvez trouver un décalage entre les deux chiffres, mais sachez que les problèmes sont surtout sur le premier mois avec une stabilité après. Donc, ça, c'est une molécule qui sera aussi probablement intéressante. On va devoir apprendre avec nos collègues néphrologues à maîtriser. Ça, c'était pour montrer cette magnifique diapositive faite par Marie-Lise et pour lui permettre de dire qu'il faudra qu'on la retravaille parce qu'il y a plein de petites actualités. Parce que je vais vous montrer tout ce que je ne vais pas vous présenter, à savoir des travaux sur des faibles doses d'interleukine 2 avec une stratégie plutôt de régulation que de diminuer l'activité du système immunitaire. Tiens, ça n'a pas marché. Deux travaux, un sur l'ibernomide et un sur l'anti-BDCA2 dans le lupus systémique. Comme c'est des phases 2, j'espère pouvoir vous le présenter dans 3-4 ans, la phase 3, et ça sera peut-être des nouvelles molécules à disposition. Et vous voyez les carticelles dont je ne vais pas parler, ça va être évoqué juste après. Et puis, la petite actualité la plus récente, c'est le deugrabacitinib, donc un inhibiteur de TYK2. Là aussi, une phase 2 que je qualifierais de plutôt encourageante dans le lupus, d'un médicament qui est disponible dans le psoriasis ou qui va être disponible dans le psoriasis. Les dermatologues sont plus au courant que moi. Il n'y a pas que des résultats positifs. En l'occurrence, les résultats positifs, c'était les phases 2. Les résultats négatifs, c'est les phases 3. Donc, ce qui doit tempérer votre excitation. Et donc, on a enfin une publication sur l'istékinumab. On savait depuis longtemps que ça avait été arrêté prématurément. Peut-être plus décevant, c'est les résultats du baricitinib avec les deux phases 3 et les résumés des données. Vous voyez qu'il y avait quand même le critère principal qui était atteint dans une des phases 3. Mais hélas, tous les objectifs secondaires n'ont pas été atteints, enfin aucun n'a été atteint, pardon. Et dans la deuxième étude, rien n'a été atteint. Donc le développement de ce médicament dans le lupus, à ma connaissance, est arrêté. Et puis voilà, tout ça pour vous dire que vous pouvez aussi en savoir plus sur l'actualité en regardant sur le site internet. On essaye avec Wiebke d'actualiser, de mettre l'actualité régulièrement. Mais si certains d'entre vous, notamment les internes, je me tourne vers vous, veulent nous aider à faire cette veille bibliographique sur l'actualité du lupus systémique, de la sclérodermie, de d'autres maladies auto-immunes, vous êtes les bienvenus. Je vous remercie pour votre attention.